Bonjour à tous. Bonjour. Non, c'est pas ça. C'est du tout. Je te avancer. Alors, est-ce qu'on a... Est-ce qu'il manque pas du monde là? On va attendre 2 petites minutes et après nous pourrons commencer. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Désolée. Chat là. Alors, je vais déjà vous passer le diapo, comme ça au moins vous aurez l'ensemble de l'outil. On va attendre encore une petite minute et après on passera au HCPTS. On peut éventuellement arranger si jamais. Bonjour Christine. Il y a quelques connectés. On va commencer, comme ça au moins on pourra expliquer le flash CPTS du jour et les autres personnes pourront éventuellement le reprendre lorsqu'ils recevront le lien pour revoir le webinaire. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je vais mettre en diapo. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour parler des grilles et des outils d'évaluation dans les maladies neuroévolutives. Donc, je suis avec Audrey Aracide-Molin, qui est la référente du parcours personnes âgées. Bonjour à tous. Et qui est aussi infirmière libérale et qui interviendra pour vous expliquer notamment les outils que nous utilisons au sein de la CPTS pour pouvoir faire du repérage de fragilité et plus encore. Et moi donc, voici Alanzi, coordonnatrice de la CPTS Pays de l'Aubagne et de l'Étoile. Je vais laisser Audrey vous expliquer brièvement, puisque je pense que l'ensemble sait ce qu'est la CPTS. Alors la CPTS, c'est une communauté qui fait le lien entre les libéraux du territoire et les structures partenaires pour principalement favoriser le lien ville-hôpital. Elle est constituée de professionnels de la santé et du médico-social. On a un territoire de 14 communes avec une population de plus de 120 000 habitants. Notre travail s'axe principalement sur des missions socles qui sont accès aux soins, parcours patient, prévention, crise sanitaire, et des missions optionnelles telles que la qualité et la pertinence des soins, et l'accompagnement des professionnels. Aujourd'hui, ce webinaire s'inscrit dans le parcours patient, puisque c'est dans le cadre de la mission parcours personnes âgées. Donc, comme Audrey vous disait, aujourd'hui, ce sera le parcours et les actions de coordination pour maintenir l'autonomie du parcours personnes âgées.
Donc, bien évidemment, le travail sur la fluidification des parcours passe par l'identification de points de rupture, notamment afin de mettre en place des actions, quelles qu'elles soient individuelles ou collectives, afin de, pardon, afin de les résorber. Pardon, je vais un peu trop vite. Il faut savoir que chaque année, un point de rupture est travaillé dans le parcours personnes âgées et avec l'aide des professionnels qui sont inscrits dans ce groupe de travail. Donc, sur les années à passer, il y a eu de nombreux points de rupture qui ont été travaillés et d'où la naissance de certains nombres d'outils que nous utilisons et que nous pérennisons sur le territoire et qui sont mis à disposition des professionnels qui en ont besoin. Donc, pour faire le point sur certains points qui ont été travaillés, donc vous avez la communication entre professionnels, notamment sur l'utilisation d'Azur Réseau, qui est un logiciel qu'on utilise de coordination et qui permet de faire un travail auprès du patient, tout en incluant bon nombre de professionnels, en les intégrant dans le cercle de soins. On a notamment aussi on travaille notamment sur la nutrition des seniors, dans la lutte contre la dénutrition, la prévention des chutes, avec certains rendez-vous, notamment, par exemple, les rendez-vous agilité. L'année dernière, nous avons travaillé sur la iatrogénie médicamenteuse. Et un travail aussi a été fait sur les proches aidants, avec de nombreuses actions sur le repérage des proches aidants. On pourra le voir un petit peu plus loin dans cette présentation. Et cette année, et dont le flash CPTS a lieu aujourd'hui sur ce point, c'est les maladies neuroévolutives. Nous avons souhaité travailler avec les professionnels de santé sur l'accompagnement des professionnels de santé dans la prise à domicile des patients atteints de MNE. Donc, bien évidemment, afin de vous présenter ce travail, il faut savoir aussi que dans une de nos missions, nous avons la recherche de médecins traitants. Donc, c'est le prérequis qui a un parcours de soins coordonnés et la présence des médecins traitants. Donc, la CPTS a mis en œuvre depuis 3 ans environ, voire 4 maintenant, puisqu'on est dans la 4e année, cette mission. Donc, ça passe par le remplissage d'un questionnaire en ligne, au papier, ou voire même par téléphone, et on peut aider un patient ou un professionnel de santé pour un de ses patients à faire une recherche de médecin traitant. Donc, la priorisation des patients en ALD et de plus de 70 ans est un point à mettre en avant, mais quoi qu'il en soit, cette recherche s'adresse à toute personne n'ayant pas de médecin traitant. Donc, on continue. On va vous présenter certains outils qui ont été travaillés dans ce parcours personnes âgées pour pouvoir justement faire du repérage de fragilité. Donc, un petit rappel sur ce qui est le vieillissement et la fragilité. Vous avez ici 2 définitions. La fragilité qui se définit par une diminution des capacités physiologiques de réserver qui altère le mécanisme d'adaptation au stress. Je ne vais pas vous la lire entièrement, mais en tout cas, voilà, avec mis en avant les capacités physiologiques pour la fragilité et le vieillissement. Il s'agit, selon l'OMS, d'un point de vue biologique du produit de l'accumulation d'un vaste éventail de dommages moléculaires et cellulaires au fil du temps. Celle-ci entraîne une dégradation progressive des capacités physiques et mentales, une majoration du risque de maladie et enfin le décès. On ne va pas vous faire un cours sur ce qui est le vieillissement et la fragilité parce que je pense que tout le monde présent ici a quand même ces notions. Donc, c'était simplement pour mettre en évidence la fragilité et le vieillissement et l'importance notamment des principaux facteurs du vieillissement qui incluent des facteurs internes de composantes génétiques ou familiales avec des facteurs externes qui font face à l'environnement, les maladies et tout ce qui est facteurs comportementaux et qui définit le vieillissement. Bien évidemment, on fait un petit point aussi sur les 3 profils identifiés au centre avec la fragilité, avec un sens pour la dépendance malheureusement qui est irréversible et la fragilité si elle est prise en amont et on peut éventuellement rendre ce sens réversible dans la prise en charge, l'accompagnement du patient pour un état de robustesse. Donc voilà pour ces quelques petits rappels briefs. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en vous présentant certains outils qui ont été travaillés et proposés à l'ensemble des professionnels du territoire
et notamment qui peut être aussi utilisée en autonomie pour certaines des échelles d'évaluation aux patients. Donc la CPTS, comme je vous ai dit, travaille depuis un certain nombre d'années sur le parcours personnes âgées et permet notamment de faciliter, à l'aide d'outils ou de renseignements, en faisant du repérage de fragilité. Aujourd'hui, on va vous présenter deux outils qu'on utilise depuis un certain nombre de temps, enfin, un certain nombre d'années, notamment la grille GFST et le programme ICOP que nous déployons en expérimentation depuis 3 ans qui a pris fin en expérimentation au 31 décembre 2025. Donc, ces outils-là sont accessibles via nos sites, adhérents ou pas, donc dans l'espace professionnel et aussi dans le parcours personnes âgées, ICOP, pour le grand public. Donc, vous avez les liens aussi qui sont mis dans chaque slide qui pourront vous être faciles d'accès et en lien direct. Donc, on va parler de la grille GFST. Donc, c'est une grille qui s'intitule Gerontopole Friendly Screening Tool. Donc, c'est une grille bien évidemment simplifiée permettant la détection de la fragilité et qui a été élaborée en première instance par Toulouse, le Gerontopole. Elle s'adresse aux patients notamment à partir de 65 ans et plus et à distance de toute pathologie aiguë. Au sein de la CPTS, nous avons repris cette grille, mais nous y avons ajouté un questionnaire justement afin de faciliter et de repérer des aidants familiaux. Puisque le repérage de fragilité, bien évidemment, en tant que professionnel, on peut nous-mêmes le détecter ou avoir ce questionnement pour pouvoir justement utiliser ces échelles d'évaluation. Mais il y a des personnes qui s'occupent d'autres parents ou d'autres personnes à domicile et on peut éventuellement leur proposer. L'importance aussi de cet ajout de repérage des dents et aussi un questionnement et un point intéressant qui est important pour la CPTS. Donc, bien sûr, vous pouvez le retrouver sur le site de la CPTS. Ensuite, nous avons une autre échelle d'évaluation, mais qui s'utilise soit sur un outil informatique, l'ordinateur, ou soit en application ICOP Monitor pour utiliser le programme ICOP, l'application ICOP Monitor, comme je vous ai dit. Là, cette application est présentée de manière succincte et simplifiée sur papier, mais c'est pour vous amener à voir les questions qui sont utilisées, qui sont posées aux patients qui utilisent ICOP Monitor. Donc, pour faire simple, on va dire, cette application est un programme de prévention de repérage de fragilité avec un suivi d'alerte en passant par la coordination avec le médecin de ville, le médecin traitant qui sera inclus au choix du patient dans la suite puisque c'est un programme complet. Là, on l'utilise pour faire une évaluation et un repérage. Donc, ça reste de la prévention primaire, mais qui peut entraîner, si une alerte est détectée, vers la prolongation du programme et qui peut être qui peut étudier les autres préventions secondaires et tertiaires. Ce programme-là s'adresse aux seniors à partir de 60 ans et autonomes, vivant à domicile. Donc, bien évidemment, il y a des critères d'inclusion et d'exclusion dans ce parcours. Donc, les critères d'inclusion, c'est comme je vous ai dit, pour les personnes à partir de 60 ans et plus, vivant à domicile, et uniquement pour les GIR 5 et 6, d'où l'autonomie de la personne. Ensuite, bien évidemment, il y a des critères d'exclusion, donc la perte d'autonomie, GIR 1 à 4, bénéficiaires d'APA, les seniors qui sont hospitalisés à long séjour, des seniors en situation de handicap hébergés et bien évidemment toutes les personnes faisant appel à des infirmières, par exemple des infirmières à domicile pour des prestations d'aide de toilette, d'habillage, voilà, pour vraiment prendre en charge le patient dans sa perte d'autonomie. ICOP, en bref, comme je vous ai dit, c'est un programme complet. Là, en l'occurrence, ICOP Monitor permet d'évaluer le step 1, ce qu'on appelle le repérage de fragilité. Donc, c'est la première évaluation. Il va permettre d'évaluer 6 fonctions primordiales pour le maintien du domicile, qui touchent la mobilité, la nutrition, la vue, l'audition, l'humeur et la mémoire.
Et donc, grâce à cette application numérique, on peut proposer à un jeune senior à partir de 60 ans de s'auto-évaluer, puisque cette application a été faite de manière ludique et avec un test simple et rapide, et qui peut être réitérable tous les 6 mois aux personnes en toute autonomie. Donc, si vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage de ce parcours ou de ce programme ICOP, vous avez les liens, comme je vous ai dit, qui sont accessibles directement sur ce PowerPoint et qui vous permettront de vous renseigner davantage sur le programme. Je vais laisser Audrey prendre le relais et qui va vous indiquer en fait les outils qui naissent du nouveau point de rupture sur les maladies neuroévolutives des accompagnements des professionnels de santé. Donc, dans un premier temps, on va faire un peu un point sur qu'est-ce qu'une maladie neuroévolutive, parce que c'est une notion qui a beaucoup évolué et on en a de plus en plus malheureusement dans nos pratiques. Donc, c'est vraiment devenu un enjeu de santé publique. Ces pathologies chroniques, elles partent principalement du système nerveux central avec des troubles induits qui peuvent être cognitifs, comportementaux, sensoriels ou moteurs. Les plus connus sont la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Mais pas que. Vous verrez au fur et à mesure du diaporama qu'effectivement, il y a de nouvelles pathologies qui émergent. Donc, on vous a mis quelques chiffres que je vous laisse regarder tranquillement parce que c'est un peu déprimant, non? Mais d'où l'intérêt de se pencher et de s'interroger sur comment pratiquer en ville la prise en charge de ces pathologies qui, vous allez voir, est multifactorielle. Alors, les plus connus sont la maladie d'Alzheimer, donc c'est la plus fréquente. C'est une perte progressive de la mémoire sémantique et des fonctions cognitives, mais ces symptômes sont vraiment variables par rapport à certaines personnes, d'une personne à une autre, pardon. La maladie de Parkinson, on est toujours sur une maladie neuroévolutive, mais là, on est principalement sur la perte progressive de hormones dopaminergiques et la diminution de la production de dopamine et de neurotransmetteurs, ce qui va se transcrire principalement dans un ralentissement des fonctions principales. La sclérose en plaques, on en a un peu moins dans nos pratiques, mais malheureusement, il y a une augmentation exponentielle, notamment chez les 25-30 ans, et ça affecte majoritairement une population féminine. Et par contre, la sclérose en plaques est handicapante très très rapidement. Et ensuite, nous avons d'autres maladies neuroévolutives qui ont été recensées, comme les DFT, les démences frontotemporales ou autres. Et nous avons qui se retrouvent un peu dans les symptômes avec la maladie d'Alzheimer principalement, mais aussi un peu la maladie de Parkinson, et que nous avons recensé sur une page avec les sites des associations et les centres experts pour que si vous soyez confronté à ces maladies qui sont peu répandues, vous ayez un interlocuteur privilégié qui puisse vous guider et vous aider dans la prise en charge de ce patient. Les bonnes pratiques au niveau de ces personnes, au niveau infirmier, la surveillance clinique, paramètres vitaux, l'élimination, vraiment tout ce qui est symptômes moteurs et non moteurs. Donc là, on parle vraiment sur les 14 besoins fondamentaux de Virginie Anderson, quoi. C'est vraiment une prise en charge vraiment globale du patient. Et surtout, très important, le suivi de l'observance et les effets secondaires de certains médicaments, notamment au niveau de la maladie de Parkinson, où la prise de substituts de dopamine est très, très exigeante au niveau de l'heure à laquelle on la prend, de l'espace. Donc, le boulot infirmier, là, au niveau du traitement, il va être beaucoup plus important sur une prise en charge d'une maladie de Parkinson que, par exemple, sur une maladie d'Alzheimer, où le traitement est beaucoup moins contraignant. On a des grilles d'évaluation, outils de disposition aux professionnels et aux patients. Alors, voici là, vous en avez parlé tout à l'heure. Ce sont des pathologies qui peuvent être très pesantes pour l'aidant principal au quotidien. Donc, en fait, notre job en tant qu'infirmier, c'est de prendre en charge, bien entendu, le patient pour lequel on est mandaté par le médecin traitant. Alors, si on est en début de maladie, on a mis en place des livrets de bord patients et professionnels, c'est pour nous, mais pour les patients, où le patient peut suivre un peu, ben là, j'ai oublié ça, ou il y a eu ça, donc il peut suivre un peu ses symptômes. Et les professionnels, c'est pour avoir un référentiel pour savoir un peu où se diriger.
parce que c'est vraiment une prise en charge multifactorielle. Et ces grilles d'évaluation vont nous servir à mettre des choses en place. Parce qu'un patient atteint d'une MME qu'on veut maintenir à domicile, automatiquement, il doit avoir une prise en charge vraiment sur tous les points. Donc, social, financier, juridique par rapport à certaines pathologies. Et en groupe de travail, on a essayé de travailler sur ces livrets de bord professionnels pour vous aider, vous guider, parce qu'il y a tellement d'associations et de référents qui existent qu'on ne peut pas tous les connaître. Autre grille d'évaluation, tout à l'heure, voici là, vous parlez de la grille ICOP. Alors, bien sûr qu'ICOP ne rentre pas dans le cadre de la prise en charge de nos patients. Par contre, ICOP peut être un bon moyen de détecter au niveau de l'aidant principal, qui est souvent au domicile et qui souvent gère le patient au quotidien. Donc, c'est bien d'avoir ces grilles et d'avoir le réflexe entre deux soins, de prendre 2 minutes pour parler avec l'aidant et de lui proposer éventuellement de faire une petite grille, de faire une petite évaluation pour qu'il puisse continuer le plus longtemps possible à s'occuper de la meilleure façon des possibles de son époux ou de son épouse si c'est le cas. Deuxième point important, c'est la coordination. Donc, c'est vraiment transmettre toutes les informations et relayer auprès de tous les intervenants. Parce que pour ces patients-là, on va avoir un médecin traitant, un neurologue, un kiné, des orthophonistes, une ergothérapeute, une psychologue. Il va y avoir tellement d'intervenants que notre rôle en tant qu'infirmier, c'est de transmettre les informations et de synthétiser pour qu'il y ait une continuité des soins au niveau de tous les intervenants. Surtout que ce sont des patients qui sont comme des éponges en fait et qui vont être très sensibles au, au ressenti de la personne qu'ils ont en face. Et c'est pour ça que c'est important que toutes les interventions qui se passent autour du patient, il faut que ça soit fait dans le plus grand calme et la plus grande sérénité. Et le fait de transmettre des informations permet que ces relations d'accompagnement se passent dans le mieux, dans la meilleure condition possible. Et ensuite, la collaboration avec le médecin traitant est essentielle. Et on revient sur l'éducation thérapeutique du patient et de ses proches, mais vraiment si on est en début de pathologie. Ensuite, la surveillance et la prévention de risques au niveau des complications de chute et tout, surtout que, par exemple, notamment pour la maladie de Parkinson, comme je vous ai dit, il y a un ralentissement au niveau de la marche, au niveau de la prévention. Donc voilà, il faut vraiment enclencher le scanner quand on arrive au domicile du patient et vraiment essayer d'éliminer tous les risques possibles en regardant les chutes, en faisant lever les tapis, en regardant au niveau alimentaire un peu, l'apport alimentaire, l'état buccal. Et surtout, parce que ça se passe souvent, en fait, ces patients qui tombent dans ces pathologies-là, ils se retrouvent dans un isolement social parce que peu après, ils ne prennent plus la voiture. Et puis peu après, les relations sociales sont compliquées. Et du coup, ils s'enferment dans cet isolement social avec leur aidant principal. Et là, ça peut être très délétère pour leur santé. Donc, essayer de mettre en place des activités avec des liens. On voulait aller un peu plus loin. Il y a des plateformes d'appui et des aides avec des associations d'usagers qui sont très bien. Ensuite, le soutien à l'autonomie et au maintien à domicile, ça, c'est les évaluations à vécu. C'est notre quotidien en tant qu'infirmiers libéraux. Et les médecins, et tout ce qui est médecin traitant, vous le voyez quand vous faites des demandes de BSI ou des demandes d'APA. Les soins techniques, ça, on arrive vraiment en phase beaucoup plus avancée de la maladie, puisqu'on part sur des soins palliatifs, et que c'est une maladie qui est anxiogène, et que oui, effectivement, à terme, on risque d'arriver sur une situation palliative. Donc, c'est vraiment, dès le début de la prise en charge, et gentiment, créer une relation de confiance, et vraiment préparer les personnes au mieux pour quand malheureusement nous arriverons à cette phase avancée. Le soutien aux aidants et le travail éthique, c'est ce que je vous disais. Donc, principalement, on est confronté souvent quand on va prendre en charge des patients qui sont atteints de troubles cognitifs. Alors là, je parle plus pour des patients de type maladie d'Alzheimer ou démence à corps de Lévy, où on a des familles qui ne comprennent pas que papa, il oublie. Mais oui, mais papa, il fait aucun effort parce que papa, il oublie. Et puis papa, il faut le laver tous les jours. Et là, tout est l'importance de notre travail en leur expliquant que ça reste une personne et que à un moment donné, on va prioriser et on va faire en sorte que le papa il se sente le mieux possible. Qu'il n'y ait pas de stress, qu'il n'y ait pas d'agressivité
Et petit à petit, en faisant ce travail au quotidien auprès du patient ou auprès des aidants, notre rôle en tant que professionnel, c'est d'accompagner les aidants pour qu'ils fassent le deuil de l'état de santé de leurs parents ou proches avant la maladie et qu'on reste toujours dans la bienveillance et dans la bientraitance. Ouais, l'importance de se former pour mieux accompagner, ça je pense qu'on en est tous bien conscients, d'autant plus à domicile. Donc, au niveau de l'accompagnement des maladies neuro-évolutives, ça a pas mal évolué. En 2007, c'est 2 kinés de mémoire allemands qui avaient mis en place la philosophie de soins humanitude pour vraiment amorcer une communication et une façon de se comporter face à un patient atteint de maladies neuro-évolutives sans qu'on soit dans l'opposition et dans le déni. Donc c'est Gineste et je ne sais plus comment il s'appelait le deuxième. Voilà. Donc en fait, de là, il en est sorti de l'HAS 5 bonnes pratiques. Ben, adaptez votre communication à la personne pour être sûr qu'il soit bien compris. Hein. Soyez à l'écoute des besoins, des préférences ou des plaintes de la personne accompagnée. Ben, ça, en fait, ça nous demande une flexibilité dans notre organisation de soins par rapport au rythme de vie qu'avait le patient avant sa pathologie. Proposer des activités et valoriser ce que la personne fait sans l'infantiliser, parce qu'effectivement, pour ces patients-là, en début de pathologie, il y a des moments où ils s'aperçoivent qu'ils oubliaient des choses. Et il n'y a rien de plus violent pour eux quand ils vous disent, par exemple, je vais chercher mes enfants alors que la personne a 90 ans, de lui dire, mais non, mais vous dites une bêtise, il ne faut pas le faire, ça, mais non, et c'est pas ça. Donc, en fait, vraiment plus valoriser ce qu'ils savent faire et surtout pas les mettre face à leurs symptômes. Alors, signaler à votre encadrement, bon, nous, à domicile, notre encadrement, on n'en a pas, hein, donc c'est soit la famille, soit le médecin traitant en priorité. Donc, voilà, essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe si on s'aperçoit que le patient il perd du poids, ou si ben, l'aide ménagère, le patient il prend seul ses médicaments, et puis l'aide ménagère, elle trouve des médicaments par terre. Ou d'un coup, ben, un aidant qui ne vient plus, ou une douleur, ou une nouvelle douleur, ou une perte d'appétit. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on fait au quotidien, et c'est ce qu'on avait vu dans le risque iatrogénique médicamenteux l'année dernière. C'est qu'en fait, dès qu'il y a quelque chose d'inhabituel, vraiment se positionner et se questionner. Ensuite, proposer à votre encadrement. Alors ça principalement, pour moi, c'est pas trop applicable au domicile, en fait. Hein. Besoin de temps d'intervention plus long, besoin d'une aide à la toilette, ça, c'est principalement quand ils sont pris en charge en institution. Nous, le seul moment où on peut, c'est quand on met en place des aides ménagères, notamment pour une aide au repas. On peut essayer de négocier avec le prestataire de service ou de mettre en avant que la personne a peut-être besoin de plus d'intervention au moment du repas que dans l'après-midi. En cas de difficulté, c'est ce que je vous disais, c'est des personnes qui sont des éponges. Donc, si vous perdez votre self-control, ils vont le sentir. Donc, vraiment, quand ils sont dans une phase d'agressivité ou d'irritabilité, vraiment, pratiquer une écoute active, c'est-à-dire je me mets en retrait et je le laisse parler, je le laisse verbaliser ce qu'il a à verbaliser. Je reste très calme en face de lui, j'emploie un discours vraiment rassurant. Je n'insiste pas parce que c'est le meilleur moyen de le faire décompenser. Et surtout, comme c'est des patients qui ont des troubles de la mémoire, vous lui parlez d'autre chose, vous changez d'autre chose et très rapidement, vous allez voir que hop, ça va descendre tranquillement. Au refus de l'aide, c'est pareil. Quand un patient vous dit non, essayez, mais j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on est censé faire pour tous les patients. Essayez de comprendre ce qui lui est de vérifier si elle a bien compris. S'il préfère, par exemple, la toilette, s'il préfère, si toute sa vie il a fait le soir et que nous on arrive le matin pour lui proposer la toilette, peut-être voir avec lui et de la proposer le soir. Et surtout, respecter le refus. Un patient qui refuse qu'on l'aide pour des soins de nursing, qui sont principalement les soins qui posent le plus de problèmes à domicile dans ces pathologies-là, notamment au niveau de l'acceptation de la maladie et des aidants, il faut accepter que le patient refuse et dire, on essaiera une prochaine fois. C'est vraiment, cette slide-là, en fait, vous permet, pour pouvoir aller plus loin, de voir et de prendre connaissance de la stratégie nationale des maladies neuroévolutives qui a été travaillée pour les années 2025 à 2030.
puisque juste une petite parenthèse, on n'est pas sans savoir que la population d'ici 2030 va se voir doubler, voire tripler même, puisque c'est 2,5 les chiffres du vieillissement de la population montent à échelle très très c'est très croissant. Donc c'est vraiment un gros travail des pouvoirs publics et des politiques publiques qui se fait pour pouvoir justement simplifier, aider, accompagner la population au vu de ces nombreuses maladies neuroévolutives qui, eux, vont aussi se voir très, très, enfin, vont se voir en grosse hausse. Donc voilà, ce sont des recherches aussi qui ont été faites par l'ensemble de l'équipe du parcours personnes âgées pour justement, de manière et sous forme de benchmark, pour pouvoir voir ce qui se passe autour et ce qu'on peut améliorer, proposer sur notre territoire. Donc, au sein de nos groupes de travail, comme vous disiez Wassila, on a travaillé sous forme de benchmark et on a donc mis en lien en commun toutes nos remontées. Donc, dans les groupes de travail, on est pluripro, il y avait des infirmiers, il y avait des gériatres, il y avait des psychologues, il y avait des pharmaciens, des médecins. Et donc, nous avons établi 2 carnets de bord. Donc, un carnet, comme je vous disais, pour le patient, qu'on peut donner en début de pathologie. D'ailleurs, on s'est interrogé de savoir si on en donnait lors de la consultation d'annonce avec le neurologue ou si on en donnait par le médecin traitant. Donc, c'est un petit outil pour que le patient prenne en charge sa pathologie et soit acteur de sa maladie. Et ensuite, nous avons fait un deuxième livret professionnel, donc vraiment pour vous aider à accompagner ces patients parce que on s'est aperçu, et c'est ce qui remontait du terrain, que bien souvent, les libéraux étaient un peu désemparés face à ces prises en charge multiprofessionnelles. Donc, on vous a mis aussi en lien, donc elles sont sur le livret, les structures de notre territoire qui peuvent nous permettre de trouver de l'aide et des orientations. Donc, sur notre secteur, donc pour les patients non étiquetés maladies neuroévolutives, vous avez le pôle Info Senior Garlaban-Calanque, qui est sur notre secteur, donc qui est sur le secteur d'Aubagne et qui va jusqu'à Saint-Samournin. Et ensuite, vous avez Clic Provence Verte, ça c'est pour nos amis varois. Il y a aussi des plateformes de répit et d'accompagnement, notamment le fil rouge Alzheimer qui intervient sur notre secteur et qui propose des ateliers autant pour les patients que pour les aidants. Et les pensées des aidants, c'est au niveau du VAR, au niveau des associations France Alzheimer et maladies apparentées et France Parkinson. Alors, tous ces éléments-là, et notamment les associations, elles sont très, très proactives et elles peuvent énormément vous aider. Donc, n'hésitez pas. Alors, soit si vos patients sont en capacité d'aller voir sur les sites, de les envoyer sur les sites, soit alors vous d'aller vous renseigner. Et quand vous êtes à domicile et que vous avez un souci et que vous ne savez pas vraiment si c'est le pôle Info Senior ou si c'est le fil rouge Alzheimer, sur la page de la CPTS, parcours personne âgée, espace pro, c'est ça, espace adhérent. Vous avez un formulaire directement en ligne en fait que vous remplissez avec les informations de vos patients. Et les filles au bureau, donc que ce soit Ursula ou Nadia, rappelleront, évalueront et dirigeront soit sur le pôle Info Senior qui peut venir faire des évaluations à domicile, soit le fil rouge d'Alzheimer. Juste pour un petit peu compléter quand même votre travail qui a été très grand, sur l'utilité des carnets de bord. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un petit lien aussi pour faire une commande de livret, puisque il y aura un livret pour patients et un livret pour les pros. Le livret pour les patients, Audrey vous l'a dit, c'est vraiment pour soutenir face à la maladie et l'accompagnement du patient, et qui englobe, on va dire, un accompagnement, mais un peu plus profond. Donc, dans tout ce qui est aussi le rajout et le suivi des traitements, notamment sur la tension, le poids. Enfin, voilà. Vous pouvez faire cette commande directement pour pouvoir en commander. Si vous êtes amené aussi à être face à des patients qui sont en début de maladie ou qui ont des professionnels de santé qui les suivent, puisque le livret pro aussi permet aux professionnels de santé l'utilisation de nombreuses échelles d'évaluation dans les patients atteints de maladies neuroévolutives. Donc, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez en commander, n'hésitez pas à vous connecter sur ce lien et vous pouvez en faire la demande directement avec un certain nombre.
Donc, en bref, le parcours PA, je pense qu'on vous a quand même donné pas mal d'indications et de renseignements sur ce que la CPTS, en lien et par le biais du travail des professionnels de terrain qui sont adhérents ou pas de la CPTS et dans ce parcours-là. Donc, pour faire simple, ce parcours personne âgée vous met à disposition sur le site un annuaire énorme de la filière gériatrique parce qu'on est quand même un territoire qui a de la chance d'avoir un certain nombre de structures et de professionnels qui peuvent accompagner et aider les patients et les professionnels du territoire de la CPTS, que ce soit les structures, enfin voilà, il y a des structures qui sont indiquées, des coordonnées, des modalités d'admission, des formulaires, enfin voilà, tout en vous dirigeant vers la CPTS ou directement sur le site en remplissant le questionnaire parcours personne âgée pour sensibiliser et être donneur d'alerte, puisqu'on est aussi en tant que professionnel des donneurs d'alerte euh, face à des patients ou à des citoyens de notre territoire. C'est aussi un programme de prévention et d'évaluation globale chez ces seniors, enfin voilà, chez les jeunes seniors. Donc tout ça avec des petits liens qui sont mis à votre disposition et qui vous envoient directement sur les pages d'accès direct en fonction de votre besoin. C'est signaler des fragilités, c'est ce que je vous disais, sur des sujets âgés pour répondre aux acteurs du territoire et déclencher une intervention de coordination de la CPTS avec notamment aussi un travail sur des points de rupture, comme on fait chaque année, et qui peuvent venir en aide à tous les professionnels de notre territoire. Et la CPTS, bien sûr, est à votre écoute et vous accompagne sur l'utilisation des outils numériques. Ça, on le verra un peu plus tard, puisque enfin, voilà, on utilise des outils numériques pour les professionnels libéraux ou pas du territoire. Et une formation et un accompagnement par la CPTS aussi est proposé. Donc, les partenaires dans cette mission, Audrey, elle vous les a énumérés dans le listing des solutions qui peuvent être apportées aux professionnels prenant en charge à domicile des patients atteints de maladies neuroévolutives, donc bien évidemment France Alzheimer et les maladies apparentées, le fil rouge Alzheimer et le pour les faux seniors, Garlaban, Calanque. Donc, on les met un petit peu beaucoup en avant puisque c'est quand même un gros travail qu'ils font d'accompagnement auprès de ces personnes voilà, qui ne savent pas tout le temps ce qui se passe sur le domicile et quelles aides peuvent être apportées. C'est ce que je vous disais, donc c'est faciliter la coordination entre les professionnels de santé. Donc, des ateliers d'utilisation des outils numériques sont proposés par la CPTS. C'est en fait une bonne et une excellente occasion pour les professionnels qui souhaitent se familiariser avec la technologie de santé numérique et bénéficier bien évidemment d'un accompagnement personnalisé. Donc, si vous souhaitez renforcer l'utilisation de ces outils au sein de la CPTS, si vous êtes adhérent, vous pouvez vous y inscrire et ce sont des petits groupes qui vous permettent justement de prendre en main tous les outils, notamment Plexus, Azurizo, Doctolib Connect et Asso Connect. Donc, pour terminer, nous avons mis les prochains événements que la CPTS propose. Donc, si vous êtes justement un infirmier ou peu importe le professionnel que vous êtes et que vous avez rencontré des situations très délicates et difficiles et auxquelles vous pensez ne pas faire face, ou vous avez besoin d'aide ou de voir si vous faites bien ou pas bien, quoi qu'il en soit, la CPTS vous propose des ateliers aussi d'analyse de pratiques professionnelles. Donc, la prochaine session est le 22 janvier. Il reste une place si mes souvenirs sont bons. Donc, si vous souhaitez vous y inscrire, vous avez le lien d'inscription, mais vous pouvez éventuellement accéder à d'autres sessions d'analyse des pratiques professionnelles tout en allant sur notre agenda sur le site de la CPTS Pays d'Aubagne de l'Étoile ou par téléphone, on peut vous renseigner. Et si vous souhaitez vous former davantage et savoir ce qui se passe de manière globale sur le territoire de la CPTS Pays d'Aubagne de l'Étoile, notamment dans le parcours personne âgée sur lequel vous êtes présent aujourd'hui, en tout cas, une autre session sera proposée le 7 avril avec le lien d'inscription aussi. Sachez que ce PowerPoint, voilà, et le lien webinaire après avoir fini avec vous, vous sera retransmis. Donc, vous avez l'ensemble de ces informations. Et bien évidemment, encore une fois, nous sommes joignables par téléphone en semaine à la CPTS et par téléphone. Donc, écoutez, merci de votre attention. Je vais arrêter le partage si éventuellement vous avez des questions. Nous sommes là pour y répondre. Donc,
Je vais regarder, remonter dans le chat et éventuellement, André, voir s'il y a des questions. Écoutez, il n'y a pas de questions. On va attendre un petit peu peut-être. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de questions, il y a Valérie qui est en train de taper. Mais c'était pour dire que, enfin voilà, si vous avez besoin de renseignements ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous joindre par téléphone, nous contacter via le site, puisqu'il y a un espace dédié dans notre site qui vous permet de poser vos questions directement. Les outils numériques. Attends, on l'a vu, c'est Alors, je viens de le dire. la troisième. Avant, voici. Voilà. Ça sera le 3 février, Valérie. Le 3 février. Nathalie. Merci à vous d'avoir été Merci présents. à vous toutes. Une belle après-midi à vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Merci. Au revoir. Au revoir.